Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides sur l'accident et le naufrage du Titanic. Le 14 avril 1912, le célèbre Titanic a été éventré par un iceberg et on se propose d'étudier ce naufrage. Alors, flottaison de l'iceberg. On modélise un iceberg par un cylindre, comme c'est représenté ici, d'axe donc vertical, de hauteur HG, majuscule, et de section SG. Et la partie immergée, donc la partie uniquement qui est présente dans l'eau, a pour hauteur petit hg. Première question, exprimer le poids du cylindre et la poussée d'Archimède exercée sur lui par l'eau de mer. Donc le poids du cylindre, c'est la masse de l'iceberg fois petit g. La masse de l'iceberg, c'est la masse volumique donc, de la glace, c'est-à-dire de l'iceberg, donc je vais mettre glace, fois le volume. Le volume, c'est Sg fois Ag, bien évidemment. C'est la hauteur totale puisque le poids s'exerce sur tout le cylindre, sur tout l'iceberg. Donc voilà l'expression du poids de l'iceberg. La poussée d'Archimède, quant à elle, donc ici qu'on appelle vecteur A, eh bien elle est opposée au poids. C'est donc moins la masse, mais cette fois-ci de fluide, donc d'eau de mer déplacée, fois G. Opposée, puisqu'elle est verticale vers le haut, cette poussée d'Archimède. La masse d'eau de mer, eh bien, c'est la masse volumique, mais cette fois-ci de l'eau de mer, fois le volume. Le volume déplacé, eh bien, ce volume déplacé correspond à cette partie-là, uniquement la partie immergée. Donc c'est bien la section, mais fois cette fois-ci la hauteur petit hg. Et voici donc la poussée d'Archimède qui est exprimée. Question 1-2. On nous demande de calculer la valeur du quotient. Donc on sait qu'à l'équilibre, eh bien là, le poids est égal à la poussée d'Archimède, si bien qu'on va avoir une égalité entre les deux en norme, autrement dit la masse volumique de la glace fois Sg fois Ag en norme G est égal à, alors je peux retirer le signe moins, le ρ de l'eau de mer, fois le Sg, fois le petit hg, G. On voit ici qu'il y a des termes qui se simplifient. Celui-là se simplifie avec celui-là. Le G se simplifie avec celui-là. Et donc, on peut avoir directement petit hg sur grand hg qui va être égal au ρ de la glace sur le ρ de l'eau de mer. Si on fait le rapport d'un point de vue numérique, puisqu'on a les valeurs numériques qui sont données, alors c'est un peu plus haut dans l'énoncé, je ne l'ai pas mis ici, mais on les connaît. On trouve 0,898. Ce qui au passage montre bien que la glace, évidemment, elle va flotter sur l'eau de mer, puisqu'elle est moins dense. Alors, question 1.3. Le volume total de l'iceberg est noté Vg. Son volume immergé VI, calculez le rapport, donc le quotient, VI sur Vg. Donc VI sur Vg. VI, c'est le volume immergé, donc ce volume-là. Eh bien, ce volume, c'est S fois Hg. Et Vg, donc c'est le volume complet. C'est donc bien la section, là encore, mais fois grand Hg. Les S se simplifiant, on retombe sur ce qu'on vient de calculer. Donc en question 1.3. Question 1.4. Le dessin ci-contre, publié en 1912, donne la forme présumée de l'iceberg que le commandant du Titanic a pensé rencontrer. Donc ici, proposer une explication à l'imprudence du capitaine
et à l'éventration de la coque. Eh bien, on voit que le volume émergé, il vaut moins de 10% du volume total. Donc, il est possible, bien évidemment, qu'on ait un éperon ici, une pointe, un éperon de glace, qui soit caché sous la surface de l'eau. Et donc, bien évidemment, le capitaine aurait dû passer beaucoup plus loin de l'iceberg, puisqu'un éperon de glace, c'est très solide, et puis ça peut facilement pénétrer une coque, et donc faire couler le bateau. Puisqu'on voit donc qu'on a un volume émergé qui est relativement faible. Donc bien évidemment, on a moins de 10%. Donc le volume émergé est inférieur à 10% du volume total, du volume de l'iceberg. Donc ce qui sous-entend qu'on peut avoir un éperon de glace sous l'eau, donc invisible avec les moyens de l'époque, puisque pas de sonar. Donc voilà l'éperon de glace qui a pu éventuellement percer la coque du Titanic. Alors deuxième partie, la flottaison du navire. Le Titanic est modélisé par une coque cylindrique de masse 52 10 puissance 3 tonnes, de hauteur 25 mètres, fermé à sa base et ouvert en haut, de base 4 x 10 puissance 3 mètres carrés. Il représente une voie d'eau modélisable par un orifice de centre C et d'air 1,8 mètres carrés par lequel l'eau entre et s'accumule dans la coque, comme c'est représenté sur la figure. On note petit h la hauteur d'eau dans la coque et on se place à la limite de flottaison, la coque étant presque totalement immergée. Question 2.1. Exprimer le poids du système coque-eau. Donc le poids du système coque-eau, eh bien ça va être donc la masse, alors bien évidemment de la coque, plus eh bien la masse de l'eau qui va rentrer, donc c'est de l'eau de mer, que multiplie G. Donc cette masse, c'est la masse de la coque, et là, c'est la masse volumique de l'eau de mer fois le volume. Le volume étant S fois H. Puisque H, c'est la hauteur d'eau, ici, qui rentre progressivement dans le navire. Donc voilà pour le poids. Exprimer la poussée d'Archimède sur ce système, donc qui s'applique à ce système. Eh bien, la poussée d'Archimède, c'est finalement le poids du fluide déplacé, qui est opposé évidemment au vecteur poids, donc ce sera moins G, fois la masse du fluide déplacé, donc de l'eau de mer déplacée. Cette masse vaut la masse volumique de l'eau de mer, fois S, mais cette fois-ci fois grand H, fois G, puisque grand H, c'est ici la hauteur complète de la coque, puisque cette poussée d'Archimède va finalement s'exprimer partout, puisque l'eau elle va remplir entièrement le système. Ensuite, question 2.3. En déduire la hauteur d'eau maximale dans la coque pour laquelle le navire ne coule pas. Eh bien, le navire ne coule pas si la poussée d'Archimède est supérieure au poids. Si la poussée d'Archimède est supérieure au poids, eh bien, le navire ne va pas couler. Donc il va falloir qu'on résolve en norme une petite inéquation. Donc la poussée d'Archimède, donc c'est le ρ de la mer, fois S fois grand A fois G, qui doit être strictement supérieur à M plus ρ S petit h fois G. Donc les G se simplifiant,
On doit donc isoler petit h. Donc on va avoir donc rho S grand H strictement supérieur à M plus rho S petit h. Donc rho grand SH moins M supérieur à rho S petit h. Et donc petit h va être inférieur. Alors on peut simplifier par rho S, donc grand H sur petit h moins M sur rho S. Est-ce que j'ai pas fait une petite erreur? Oui, il n'y a pas de H là, pardon. Donc H va être inférieur à H moins M sur rho S. Donc on peut faire l'application numérique, puisque H, on sait qu'il vaut 25 mètres. La masse, elle vaut 52 10 puissance 3 tonnes, donc on met en kilogrammes. La masse volumique ici, c'est la masse volumique donc de l'eau de mer. Donc là, typiquement, pour la masse volumique de l'eau de mer, donc ça, il faut que je regarde un petit peu l'énoncé. Comme dit, hein, ce sont ces données dans l'énoncé, mais elle vaut 1,03 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc 1,03 10 puissance 3. 1,03 10 puissance 3. Et il nous manque encore S. Donc S, on l'a, c'est 4 10 puissance 3. Donc on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Et on trouve 12 mètres. Donc on a la hauteur finalement maximale dans la coque. Si on dépasse, si on est plus petit que ça, eh bien on aura un navire qui coule. Enfin un navire qui ne coule pas, pardon. Un navire qui ne coule pas. Donc si on est supérieur, on aura un navire qui coule. Alors ensuite, estimation de la durée du naufrage. La date T est mesurée depuis la création de la voie d'eau. Malgré l'enfoncement progressif du navire, on suppose pour simplifier que la profondeur de la voie d'eau est constante et vaut 10 mètres. Donc le U vaut 10 mètres. En considérant la ligne de courant AC, donc entre A et C, calculer la vitesse en C. Donc là, on va tout simplement utiliser le théorème de Bernoulli, avec toutes les hypothèses, fluide incompressible, en régime permanent, homogène, non visqueux, donc ce qu'on appelle un fluide parfait, et on l'applique entre le point donc A et le point C, donc PA plus ρ GZA plus 1/2 de ρ VA carré égale PC plus ρ GZC plus 1/2 de ρ VC carré. On fait les simplifications qui sont faisables et faciles à comprendre. La pression au point A, eh bien, c'est la pression atmosphérique, donc c'est P0. Donc le point A, on peut le remplacer aisément par P0. L'altitude du point A, on peut la considérer comme nulle. Donc ce terme-là se simplifie. La vitesse du point A, celle-ci, on la garde, bien évidemment. PC, la pression en C, eh bien en C, on est aussi sur un point d'interface, donc elle vaut aussi P0. Donc ça c'est P0, ce qui fait qu'on va avoir cette partie qui va se simplifier avec celle-là. L'altitude du point ZC, eh bien on n'est pas en U mais en moins U, puisqu'on a
pris la référence ici, hein. On a dit qu'en A on était en 0, donc ici on est en moins U, donc on peut remplacer ZC par moins U, et VC bien évidemment bah, c'est la vitesse qu'on cherche. Donc on va tout simplement isoler tout ça. Donc il nous reste 1 demi de rho VA carré qui est égal à rho GU avec un signe moins plus 1 demi de rho VC carré. Et il nous reste tout simplement à isoler VA. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ce qu'il faut encore bien percevoir, c'est que finalement la vitesse en A, elle est nulle. Alors pourquoi la vitesse en A est nulle? Parce qu'en fait, la quantité d'eau ici est énorme. Hein. Évidemment, on a tout un océan sur le point A. Et donc la vitesse en A, elle va varier très très peu. Du fait de la section qui est énorme ici. Donc par conservation du débit, on peut dire que la vitesse en A est quasiment nulle. Ce qui fait que on a simplement donc rho GU qui est égal à 1 demi de rho VC carré. Les rho se simplifiant, il reste donc VC qui est égal à racine de 2GU. On retrouve ici finalement un petit peu ce qu'on a dans ce qu'on appelle le théorème de Torricelli. Et donc on peut faire l'application numérique. Donc on trouve 14 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse de l'écoulement. 14 mètres par seconde. Ensuite, question 3.2. En déduire le débit volumique de l'eau entrant dans la coque. Alors, ça va pas être trop difficile. Le débit volumique, c'est rien d'autre que la vitesse, évidemment au point C, fois la section. La section, on connaît. Elle est ici. Donc, on multiplie 14 par 1,8. On fait la petite application numérique. Et on trouve 25 mètres cubes par seconde. Donc on a notre débit volumique. Question 3.3. En déduire le volume et la hauteur d'eau dans la coque à l'instant T. Eh bien, qu'est-ce que c'est tout simplement que le débit volumique? Le débit volumique, c'est le volume sur le temps. Donc on peut en déduire le volume. Donc le volume, c'est le débit fois le temps, débit volumique fois le temps. Et le volume, évidemment, c'est S fois H. Donc c'est dV fois T. Ce qui implique donc que petit h, h de T, comme c'est demandé, c'est le débit volumique fois le temps divisé par S, S étant la section, bien évidemment. Donc on a ici la relation souhaitée, la première c'était celle-là, et la deuxième qui est là. Question 3.4, évidemment on va sans doute faire l'application numérique. Calculer la date T à laquelle le navire coule. Eh bien on résout h de T égale h max, qu'on avait trouvé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'était les 12. Donc h de T, c'est le débit volumique fois T sur S égale h max. Ce qui implique que T est égal à SH max sur dV. On peut faire donc l'application numérique. La section, elle vaut 4 10 puissance 3. Là, c'était 12. Et le débit volumique, il vaut 25.
25 mètres cubes par seconde. Donc, et on trouve 1920 secondes. Ce qui fait, si on divise par 60, 32 minutes. Donc, le navire coule au bout de 32 minutes, d'après ces simplifications-là. Voilà, bonne étude de cet exercice.